Rouida Ayash, architecte de l'agence Architecture Studio à Paris, travaille souvent dans le monde arabo-musulman. L'espace d'une ville d'Orient, d'une ville dans le Golfe, le son est extrêmement important. Par rapport à nos idées, à nous, sur la ville européenne, où c'est quand même la masse, le bâti qui construit. Là-bas, ce qui constitue une unité de ville, c'est la portée de voix du muezzin dans la mosquée. Et cet intervalle de son était l'unité de mesure pour implanter les mosquées et pour que toutes les parties de la ville puissent, à l'unisson, vivre au rythme de la prière. L'Iran est ici. On a le détroit d'Ormuz qui se situe par là. Et on va commencer par Bahreïn, qui est un archipel de 36 îles. Donc ça, c'est l'île principale de Bahreïn qu'on esquisse ici. Là, il y a l'île de Muharrak. Muharrak était l'ancienne capitale du Bahreïn au XIXe siècle, donc à l'époque de la grande prospérité du commerce de la perle. Et nous allons visiter la maison du cheikh Issa, qui était le gouverneur de Bahreïn à l'époque. Les prises d'air qui sont nécessaires pour la ventilation sont systématiquement protégées par des moucharabiers, ici en bois, pour éviter qu'on puisse voir l'intérieur de la maison à partir de la rue. Les grandes maisons du Golfe vont s'organiser sur 2 étages. Le premier est réservé à l'hiver et l'été, on monte sur l'étage supérieur et on dort parfois sur les terrasses. Et autour de ce patio, qui est là le patio de la famille, s'organise donc la vie quotidienne. Là, le puits, qui est un élément extrêmement important, bien sûr, puisque l'eau est très rare. Et ensuite, un élément très important qui est le majlis. Le majlis, c'est le salon. Cette pièce est particulièrement bien climatisée naturellement grâce à la tour des vents qu'on trouve ici, le Badgir, donc qui est cette construction subdivisée en 4 parties qui permet de recueillir le vent quelle que soit sa direction. Donc on sent tout de suite, bien que la journée ne soit pas particulièrement venteuse ou même pas venteuse du tout aujourd'hui, on sent une brise légère qui est très très agréable et qui permet de pouvoir séjourner l'été dans ce salon. Ce pont relie Muharrak, l'ancienne capitale, à la nouvelle Manama. Manama se trouve sur Bahreïn, l'île principale de l'archipel. Aujourd'hui, la ville est vraiment entre les deux. C'est-à-dire, vous avez Al-Manama, qui a 2 rings principaux, 2 liaisons aujourd'hui qui se passent avec Muharrak, une 3e en cours de construction, et ensuite il y a quelque chose qui est très important, qui est cette grande boucle qui va traverser et aller en Arabie Saoudite. Ces pays du Golfe, ce qui fait leur particularité et leur charme, c'est la coexistence de la tradition et de l'hypermodernité. Et on va le voir en continu, de Manama à Doha, à Dubaï. La ville va nous offrir les 2 possibilités en même temps, simultanément, sans que cela soit contradictoire. Ça ne paraît contradictoire que pour un occidental, d'une certaine manière. Là, c'est la place centrale, avec le face-à-face entre la mosquée et la tour. Et on va voir qu'il y a une nouvelle génération de tours qui va arriver, qui va être très très haute.
Les nouveaux buildings aujourd'hui, ils prônent la légèreté et la transparence, sachant qu'à l'intérieur, évidemment, tout est climatisé et que finalement, la question de l'enveloppe et la masse de l'enveloppe devient une question facile à résoudre. Donc voilà cette silhouette, aujourd'hui très identifiable, qui apparaît solitaire, mais ce qui est attendu, c'est qu'elle fasse partie du skyline nouveau de Al-Manama. Le long du littoral, sur la corniche, la voie express coupe l'accès au front de la mer. Alors ici, on va voir un phénomène qu'on retrouve dans les villes du Golfe, gagner de la terre sur la mer. Les eaux du Golfe Persique ne sont pas très profondes et on peut relativement facilement combler et élargir à chaque fois la bande de terre. Depuis la mer, seule l'arrière du musée national en forme de forteresse est visible. Il faut descendre à terre pour en découvrir la façade. La place du musée est un véritable espace public ombragé, agréable à vivre, grâce à cette transposition du moucharabieh traditionnel en métal, c'est-à-dire en écriture contemporaine. Dans cette partie-là, nous avons étudié le projet du Théâtre national. C'est sur l'emplacement même de ce village traditionnel, en fait le décor en carton-pâte d'un feuilleton télévisé très populaire, que le Théâtre national de Bahreïn devait être construit. Le projet d'architecture Stusieux se propose de rééquilibrer cet espace où existe déjà le musée national et de faire du théâtre un bâtiment reconnaissable de loin. Nous, Européens, on est toujours à la recherche d'une ville constituée, avec des rues, avec des places, avec notre vécu de la ville européenne. Donc nous mettons un certain temps à nous habituer à ce qu'on appellerait la ville à l'américaine en France, c'est-à-dire la ville des autoroutes. Et c'est vrai que les lieux où on aime déambuler sont ces vieux souks. Parfois leur architecture n'est pas si vieille que ça, mais en tout cas le lacis des ruelles, les tracés sont restés. À Manama, on traverse le Bab el-Bahreïn, qui est la porte monumentale qui a été construite dans les années 40. Et derrière ce Bab el-Bahreïn s'ouvrent à nous les souks. La ville d'Orient, il faut toujours l'imaginer en termes de grouillement, en termes d'ajout, de vie, d'improvisation. Et il y a une poésie à cela. Ici, on retrouve l'identitaire. Et cet identitaire représente tous les habitants cosmopolites de ces villes du Golfe. Une ville comme Manama, un tiers de la population est constituée d'expatriés. Au Qatar, c'est les 2/3 de la population. Et à Dubaï, on est vraiment dans la ville cosmopolite, où se mélangent l'Asie d'Extrême-Orient, l'Asie du Proche-Orient et le Moyen-Orient. Donc se promener dans cette partie de la ville de Manama vous fait découvrir à la fois un quartier iranien avec une mosquée chiite, vous fait découvrir des quartiers au parfum de Bombay avec des odeurs de curry, d'épices. Vous regardez cette architecture, elle n'est pas toujours superbe, mais de temps en temps émergent de vieux bâtiments qui auraient pu être dégagés, qui auraient pu être réhabilités. Mais finalement, ils ont plus de poésie, d'être égarés quelque part. C'est une impression de ville que j'aime beaucoup. C'est la vie, quelque part. C'est la vie, c'est les gens.
Doha, capitale du Qatar, c'est une baie. C'est la baie de Doha, principalement. La vieille ville s'est constituée quelque part par là. Et il y a quelque chose de très important dans la structure de la ville qui est la corniche, et qui va boucler et suivre donc la bande littorale. Doha est une ville qui est en train de se fabriquer. Et là, on voit des parties qui sont encore quasiment vides par là, qui vont recevoir elles aussi des tours, et des parties où des tours commencent à émerger et à rythmer le paysage. Alors, il y a une vingtaine d'années, la baie était dominée par la silhouette en pyramide de cet hôtel de luxe. Et depuis, plusieurs bâtiments sont apparus qui ont commencé à se faire concurrence, voulant chacun se distinguer et par une silhouette très identifiable et vue de près par des motifs architecturaux qui sont un peu une expression postmoderne arabisante, mais toujours revendiquée comme une forme de décor. Alors pourquoi des tours? Alors ce qu'il faut redire à propos des villes du Golfe, c'est que la position en front de mer est extrêmement importante. D'une part pour la qualité de l'urbanisation et d'autre part pour la qualité de vision. C'est-à-dire la ville aujourd'hui qui doit vivre sous climatisation, qui va reconstituer des microclimats, des centres de densité urbaine à l'intérieur d'un bâtiment, la forme tour s'y accommode parfaitement. À Doha, les voies périphériques permettent de contourner la vieille ville et les avenues larges de pénétrer jusqu'à son cœur. Au centre de la ville, un réseau de rues et de venelles s'entremêle. Nous sommes au cœur de la vieille ville de Doha. On trouve ici la place des écrivains publics qui sont dans ces petits kiosques colorés, la mosquée. Et devant cette place, on a cette galerie couverte qui est agréable du point de vue climatique. Et on comprend la fonction de ces ancêtres du shopping mall que sont les marchés couverts dans ces pays extrêmement chauds. Et le rôle de cette galerie qui à la fois nous met dehors dans la ville, mais à l'abri. Ici, dehors, il fait 50 degrés. Là, nous avons un bon 35 degrés qui est très confortable. C'est un lieu de promenade, c'est un lieu complètement urbain. Les gens ne sont pas là pour faire uniquement du lèche-vitrine, mais pour se retrouver. Et on a une sorte de ville sous atmosphère climatisée qui se développe. D'ailleurs, ça s'appelle City Center et ça porte très bien son nom. On peut noter à quel point ce lieu est hyper moderne. C'est vrai que le rappel de l'architecture traditionnelle ici n'a plus lieu d'être ou n'a plus de sens. Mais néanmoins, c'est peut-être dans ces endroits qu'on trouve une confrontation entre le local et le global. Nous sommes dans un univers qui pourrait être n'importe où sur la planète, un univers maîtrisé, luxueux, et puis on tombe sur une vitrine où on vend les abayas noirs. Et ainsi de suite. Nous allons être dans un monde de paradoxes constamment dans ces lieux, entre toujours l'hypermodernité, la globalisation et quelque chose de traditionnel. Le Qatar veut devenir un centre d'attraction pour étudiants et artistes du monde entier.
C'est l'architecte japonais Arata Isozaki qui a dessiné ce bâtiment de l'université de médecine Weill Cornell. Dubaï, ce qui la caractérise, c'est la crique, qu'on appelle le khor en arabe. Et, ça se constitue de cette façon-là. Là, on a le cap, le ras. Donc l'eau rentre très profondément à l'intérieur de la ville. Et nous avons ici cette crique. La crique va permettre à la ville de Dubaï de se constituer dès sa fondation. Les premières urbanisations se situaient ici. La plupart des bâtiments de la vieille ville en restauration aujourd'hui remontent au XIXe siècle. À cette époque-là, ici à Dubaï, comme au Bahreïn et au Qatar, la richesse principale provenait de la pêche, de la perle de culture et non comme maintenant du pétrole et du gaz. Nous sommes sur ce qu'on appelle la Abra, le passage, qui est le moyen de traverser entre Bourg Dubaï, qui est ici, et Deira, qui est sur l'autre rive, qui a existé depuis la nuit des temps. Derrière ce front de construction se développent les souks de Deira. Donc on va avoir le souk de l'or, le souk des épices, d'autres souks aussi. On voit de quoi est constitué réellement le souk et comment il s'inscrit dans la ville. Donc on voit un immeuble à 4-5 étages, on voit un reliquat de maisons qui doivent dater des années 20-30 et ici un immeuble encore plus haut. Donc le souk, en réalité, ici c'est le rez-de-chaussée des immeubles. Mais ce qui donne cette apparence de souk couvert qu'on peut trouver dans d'autres villes d'Orient, c'est cette structure qui a été rapportée et qui redonne l'échelle. On n'aurait pas ça, on serait dans une rue comme on peut en voir d'ailleurs au bout, où les bâtiments des années 50-60 vont voisiner avec des vieux bâtiments avec leur tour avant, etc. Aujourd'hui, la ville se développe toujours de part et d'autre de cette crique avec un tunnel qui se situe par là, il y a un pont qui se situe par là, il y a un autre pont qui se situe par là, une boucle qui est importante donc pour le trafic dans la ville. Il y a un axe important de développement de Dubaï qui est l'avenue du Cheikh Zayed qui va se faire dans cette direction-là. Le Cheikh Zayed est le père fondateur des Émirats arabes unis. Ce qui est très très intéressant, c'est d'abord ce travail sur le changement de lumière, c'est-à-dire tous ces verres sont des verres qui vont changer de teinte selon les heures de la journée, et puis ces tours ne sont pas comme des masses.
il y a tout un jeu de verticales qui les rend beaucoup plus élancées et qui finalement pourrait nous faire croire qu'elles sont beaucoup plus hautes qu'elles ne le sont en réalité. Dubaï est une ville diverse, est une ville plurielle, est une ville à plusieurs échelles, est une ville à plusieurs tonalités et c'est ça qui fait sa richesse. C'est davantage ça que l'intérêt d'un bâtiment particulier. Mais aujourd'hui, il y a quand même cette recherche de l'icône. On ne peut pas le nier, c'est-à-dire la ville se constitue autour de ces icônes. C'est deux choses qui vont de pair. Point de repère du quartier des affaires, les Emirate Towers sont l'œuvre de l'architecte sino-américain Hazel Wong. Il y a un autre axe qui va suivre le littoral. Toute cette partie-là va être dédiée aux loisirs. Et c'est là qu'on va avoir les hôtels, des plus futuristes aux plus traditionnels. Le Burj Al Arab, la tour des Arabes, est aujourd'hui l'icône de Dubaï. Situé sur une île artificielle, cet hôtel 7 étoiles déploie sa voile sur une hauteur de 300 mètres. L'architecte Atkins a voulu exprimer le luxe, la sophistication et l'appel du large de l'aventure. On peut tout de suite se rendre compte du contraste qu'il y a entre l'extérieur très épuré, avec cette grande voile qu'on voit de loin, blanche, et l'intérieur qui est doré, rouge, miroitant, des aquariums, un bassin. On voit que partout, vraiment tout est réuni pour faire un univers complètement de synthèse, un univers où on se dispute le plus, le toujours plus, le clinquant aussi un peu quand même. Tout l'or est vrai, m'a-t-on dit. Donc c'est du vrai, mais c'est une véritable mise en scène. C'est ce qu'on pourrait appeler par un monosyllabe le waouh. Architecture qui est quelque chose de mondialement connu. En termes de forme, il est clair que cette voile, quelque part, c'est elle qui crée l'emblème du projet. Et ensuite, il y a la partie qui peut finalement changer avec la mode. On peut imaginer qu'aujourd'hui, ça plaît parce que c'est comme ça, mais que dans 10 ans, il y aura une autre décoration. C'est vraiment de la décoration. Près du littoral, à proximité du Burj Al Arab, apparaissent de nouveaux territoires directement implantés sur la mer. Ils ont pour nom The Palm 1 et 2 et The World. Ici, on a l'impression qu'avant tout, il faut faire un projet qui puisse devenir très célèbre, c'est-à-dire que les médias en parlent. Donc la forme du projet est déterminée non plus par les critères traditionnels ou les critères habituels de constitution d'un espace, mais par une dimension hyper médiatique. Ces projets sont tellement titanesques qu'ils prennent en compte la reconfiguration du littoral, des eaux. Donc nous sommes vraiment dans une entreprise où l'artefact atteint un sommet. L'extraordinaire, l'extravagant atteint un sommet. Et tout cela, pourquoi? Qu'est-ce que c'est que cette Dream Factory, cette usine de rêve? Sinon, une manière d'amener, par la célébrité du projet, une manière de dire venez à Dubaï, venez ici. Ces projets titanesques à Dubaï, comme au Bahreïn et au Qatar, requièrent l'emploi de nombreux ouvriers. Ces trois pays font appel à une main-d'œuvre venue du Pakistan, d'Inde, du Bangladesh, du Népal. Mal payés, ces ouvriers sont regroupés dans des lotissements où ils vivent bien souvent dans des conditions précaires.
ces villes ont un défi à lever qui est le défi de la modernité. Et la modernité n'est pas uniquement une affaire d'architecture. La modernité est aussi une affaire de société. S'ouvrir, accueillir, se développer, se moderniser, c'est une conquête constante de la ville sur ce qu'on voit devant nous, ce grand désert.